Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, l'ouverture de la 18e édition du Salon international de l'automobile d'Alger. Abdelkader Messahel représente l'Algérie ce mercredi sur les consultations politiques sur la Libye à Rome. En Tunisie, la sanglante prise d'otage au musée Bardo de Tunis qui a fait 22 morts et une cinquantaine de blessés. Le résultat des élections législatives israéliennes avec la victoire du Likoud de Netanyahou. Le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines Abdelkader Messahel représentera l'Algérie aux consultations politiques sur la situation en Libye avec les ministères des Affaires étrangères de l'Italie et de l'Égypte, a-t-on appris auprès du porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abdelaziz Ben Ali Cherif. Ces consultations se dérouleront dans la capitale italienne à Rome, a précisé la même source. L'Algérie abrite les 18 et 19 mars 2015 la troisième réunion du comité ad hoc chargé de la mise en place d'un mécanisme africain de coopération policière Afripol sous l'égide de l'Union africaine. Le comité ad hoc, coprésidé par les directeurs généraux de la police algérienne et ougandaise, regroupe les responsables des organisations régionales et africaines de police de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et du Sud de l'Afrique. De par son statut et son étroite relation avec l'Union africaine et les polices des pays membres, l'Organisation internationale de police criminelle Interpol participe également à ces travaux. Les deux premières réunions, tenues successivement à Addis Abeba et Kampala, ont permis aux membres du comité ad hoc d'aborder le contexte général et les fonctions principales d'Afripol, outre ses statuts et son organisation. Cette troisième réunion est consacrée à la poursuite des travaux qui ont permis jusque-là aux membres du comité de se prononcer sur le fond et la forme de ce mécanisme, à travers des documents juridiques pertinents élaborés par l'Union africaine. Il est attendu que cette troisième session puisse permettre la finalisation du processus en cours, notamment les statuts et l'architecture d'Afripol, ainsi que ses rivaux de gouvernance qui doivent être clairement définis, dans la perspective d'être approuvés par le Conseil exécutif de l'Union africaine lors de sa prochaine session prévue au mois de juin, conclut le communiqué du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Abdelhalim Arabti, directeur général des ressources humaines au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, a déclaré lors d'une réunion tenue mercredi avec les gardes communaux et en présence de leurs représentants que la plupart des demandes des gardes communaux étaient satisfaites en attendant d'autres qui restent en suspens et qui concernent la couverture sociale et sanitaire, les microcrédits ainsi que le droit au logement. Au sujet de la marche qui aurait été programmée pour ce jeudi, le représentant des gardes communaux, M. Omar Mellel, a nié cette information, relevant que la priorité de son mouvement demeure la protection et la sécurisation. Nous sommes venus aujourd'hui pour revendiquer nos droits et non pas pour entrer en conflit. Cette commission, mise sur pied récemment, est composée des représentants du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, du ministère du Travail et la CNAS. Elle est chargée de trouver des solutions définitives aux problèmes vécus par les gardes communaux. Le ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb a inauguré ce mercredi 18 mars le 18e Salon international de l'automobile d'Alger qui s'étale sur 11 jours au Palais des Expositions. Organisé par la Société algérienne des foires et expositions et l'Association des concessionnaires automobiles algériens, l'édition de cette année compte 54 exposants, dont 30 concessionnaires et 24 sociétés de services. خاصة بالصالون تتراوح ما بين 200,000 دينار حتى 650,000 دينار على كل العلامات اللي تسوقها سيما موتوس. En visitant plusieurs stands, le ministre a assuré l'engagement et la disposition des pouvoirs publics à soutenir et à accorder plus d'avantages à l'investissement dans le domaine de l'industrie mécanique et automobile. M. Bouchouareb a également déclaré que le cahier des charges devant régir l'activité des concessionnaires automobiles devra être publié en avril prochain. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire relevant des secteurs opérationnels de Taman Rasset et Borj Badi Mokhtar ont appréhendé hier le 17 mars 30 contrebandiers et ont saisi un camion, 2 véhicules tout-terrain, des tonnes de denrées alimentaires, des médicaments, des produits pharmaceutiques, 1200 paires de chaussures, 3590 litres de carburant, 34 détecteurs de métaux, 540 grammes de pierres contenant de l'or, 10 téléphones portables et une somme d'argent estimée à 2500 dinars algériens. Dans le même contexte, les éléments de la gendarmerie nationale relevant des secteurs opérationnels d'Oran et d'Adrar ont intercepté 7 immigrants clandestins. Par ailleurs, les éléments des gardes-frontières de Béchar ont saisi 24,36 kg de kif traité. 22 morts. C'est le bilan de l'attaque tragique du musée du Bardo à Tunis ce 18 mars. Les forces tunisiennes ont libéré tous les otages retenus au musée. Selon le Premier ministre tunisien, 19 personnes dont 17 touristes étrangers ont été tuées par 2 assaillants qui ont aussi été abattus.
17 étrangers et 2 Tunisiens ont été tués mercredi 18 mars par des hommes armés qui ont ouvert le feu sur des touristes à leur arrivée devant le musée Bardo à Tunis, avant de s'y retrancher avec des otages. Selon un bilan communiqué par le Premier ministre Habib Sid, des Italiens, des Allemands, des Polonais et des Espagnols se trouvent parmi les victimes. Une cinquantaine de personnes ont également été blessées dans cette attaque. 2 heures après le début de l'attaque, les forces de l'ordre ont donné l'assaut. L'opération qui a coûté la vie aux 2 assaillants et à un policier a permis de libérer tous les otages, ont fait savoir les autorités. Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, a imputé la responsabilité de l'attentat terroriste et de la prise d'otages au groupe terroriste de Daesh. Federica Mogherini a indiqué dans un communiqué relayé par les agences de presse internationales que Daesh prend pour cible tous les pays et peuples de la Méditerranée. L'Algérie de son côté condamné énergiquement l'attaque terroriste perpétrée mercredi contre le musée du Bardo et a exprimé sa solidarité absolue et inconditionnelle avec ce pays voisin. Nous exprimons notre soulagement suite à la fin de la prise d'otages et à la neutralisation des terroristes et regrettons dans le même temps les victimes innocentes assassinées par des criminels sanguinaires dont le seul souci est de semer le chaos et la terreur parmi de paisibles citoyens, a affirmé M. Ben Ali Cherif dans une déclaration à la PS. En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et au gouvernement tunisien et réaffirmons notre solidarité avec le peuple tunisien frère, a-t-il ajouté, assurant qu'aucune victime algérienne n'est à déplorer dans cette odieuse attaque terroriste. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné mercredi cet attentat et a exprimé sa solidarité avec la Tunisie. Ban Ki-moon condamne le plus fermement possible cette attaque et adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte lamentable, a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq. Washington a aussi condamné avec la plus grande fermeté cette attaque. Le secrétaire d'État américain John Kerry a salué dans un communiqué la réponse rapide des autorités tunisiennes face à la violence gratuite et souligne que les États-Unis continuent de soutenir le gouvernement tunisien dans ses efforts pour faire avancer une Tunisie sûre, prospère et démocratique. 2 casques bleus ont été tués mardi vers 13h à 42 km de Gao, région située au nord du Mali, dans un crash d'hélicoptère de type Apache de la mission des Nations Unies, a confié une source de la mission onusienne. À La Haye, le chef d'état-major de l'armée néerlandaise, le général Tom Middendorp, a confirmé ce crash d'un hélicoptère Apache néerlandais d'attaque survenu aux alentours de 13h GMT, précisant que les 2 soldats étaient de nationalité néerlandaise. Le général Middendorp a précisé qu'un capitaine de 30 ans et un premier lieutenant de 26 ans sont morts. Le capitaine est mort sur le coup tandis que le premier lieutenant est décédé des suites de ses blessures peu après avoir été transféré à un hôpital de campagne français à Gao, a précisé le général Middendorp. La MINUSMA compte actuellement quelques 11 000 personnes sur le terrain, dont près de 10 000 militaires et policiers, parmi lesquels environ 670 néerlandais. Avec plus de 40 casques bleus tués depuis son déploiement en 2013, la MINUSMA est considérée comme la plus dangereuse des missions de l'ONU en cours. Benjamin Netanyahou est le grand vainqueur des élections législatives israéliennes. La veille du scrutin, le chef du Likoud avait promis qu'il n'y aurait pas d'État palestinien s'il était réélu. En Cisjordanie, les premières réactions aux résultats n'ont pas tardé. Alors que les responsables de l'autorité palestinienne ne semblent ni déçus ni surpris, les Palestiniens s'inquiètent surtout du dégel des taxes. À l'annonce des résultats, Saeb Erekat, le principal négociateur palestinien, a été le premier à réagir. Avec la victoire de Benjamin Netanyahou, une seule solution s'offre à nous, c'est de poursuivre notre démarche à La Haye auprès de la Cour pénale internationale. Les autorités palestiniennes ont adhéré début janvier au statut de Rome, qui leur ouvre à partir du 1er avril prochain le droit de devenir membre à la CPI. Les Palestiniens veulent qu'Israël soit condamné pour crimes de guerre lors de l'offensive de l'été dernier en Cisjordanie et à Gaza. Pour le responsable palestinien, l'actuel Premier ministre a été honnête durant sa campagne. Il veut détruire la solution à 2 États et poursuivre la colonisation en Cisjordanie à Jérusalem-Est. À Ramallah, les dirigeants ne se faisaient guère d'illusions sur l'issue du scrutin. Aussi, n'y a-t-il pas de déception palpable ce matin dans la ville où siège l'autorité palestinienne. Plusieurs responsables palestiniens confiaient ces dernières semaines, sous couvert d'anonymat, leur préférence pour un gouvernement de droite. Une coalition de centre-gauche, prête à la relance des pourparlers de paix, aurait retardé la campagne palestinienne à la CPI et à l'ONU. Le plan de négociation de 2 ans, envisagé par l'Union sioniste d'Yitzhak Herzog, aurait de fait bloqué ces procédures. Avec Benjamin Netanyahou, le monde sait à quoi s'attendre, confie un porte-parole de l'Organisation de libération de la Palestine, qui rappelle que depuis 20 ans, aucun progrès n'a été observé malgré les discussions quasiment interrompues. La communauté internationale doit maintenant prendre ses responsabilités et reconnaître l'État de Palestine. C'est la ligne affichée à Ramallah. Depuis le début de l'année, Israël bloque les taxes qui reviennent à l'autorité palestinienne, qui représentent à peu près un demi-milliard de dollars. Un gel dénoncé par la communauté internationale, y compris les États-Unis. Ce manque à gagner met en danger l'autorité palestinienne. Les salaires des 180 000 fonctionnaires palestiniens ne sont plus payés qu'à hauteur de 60%, ce qui a des conséquences sur toute l'économie palestinienne. En Cisjordanie, on attendait donc ce vote avec une certaine impatience. Non pas tant sur les résultats, mais surtout pour que le futur gouvernement israélien revienne sur cette décision. La balle est désormais dans le camp du prochain Premier ministre, qui sera sûrement Benjamin Netanyahou.
L'Iran et les États-Unis ont trouvé un accord sur 90% des questions techniques dans leurs négociations bilatérales sur le programme nucléaire de l'Iran, a affirmé un responsable iranien présent à Lausanne. Ali Akbar Salhi, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a affirmé qu'un accord sur 90% des questions techniques a été trouvé lors des discussions, ajoutant qu'il restait des divergences sur une seule question majeure qu'ils vont tenter de combler lors de la nouvelle réunion. Barack Obama estime que les chances d'aboutir à un accord avec Téhéran sur son programme nucléaire controversé sont toujours de 50-50, a affirmé mardi son porte-parole. Pour que les discussions aboutissent, il faudra que les dirigeants iraniens, y compris ceux qui ne seront pas à la table des négociations, signent cet accord, a souligné le porte-parole de Barack Obama. L'Iran va devoir prendre des engagements très spécifiques et très difficiles pour répondre aux inquiétudes de la communauté internationale sur son programme nucléaire. Après 12 ans de tensions entre l'Iran et les Occidentaux et 18 mois de pourparlers intenses, la République islamique et les grandes puissances du groupe 5+1 se sont donnés jusqu'au 31 mars pour sceller un règlement politique qui garantirait que l'Iran n'aura jamais la bombe atomique en échange du lever des sanctions. Retour en Algérie de la culture. Dans notre pays, le français est une langue extrêmement répandue. Plus de 11 millions d'Algériens parlent cette langue couramment et quelques 15 000 autres sont inscrits au niveau des instituts français en Algérie pour apprendre cette langue qui représente un bien commun entre les Algériens et les Français, selon l'ambassadeur de la France en Algérie, M. Bernard Rémier. Dans son allocution d'ouverture, lundi au Centre culturel français, à l'occasion de la semaine de la francophonie qui se poursuit jusqu'au 21 mars prochain, M. Bernard Rémier, ambassadeur de la République française en Algérie, met l'accent sur l'intérêt que portent les Algériens pour la langue française. Selon lui, il serait quelques 11 millions d'Algériens à maîtriser parfaitement cette langue et l'utiliser au quotidien, tandis que 15 000 personnes bénéficient actuellement de cours de soutien au niveau des instituts français en Algérie pour se perfectionner dans cette langue. S'exprimant sur l'importance de cette manifestation culturelle qu'abritent actuellement les CCF d'Alger, de Tlemcen et d'Oran, l'ambassadeur a souligné la vitalité de la langue française en Algérie. De son côté, le directeur de l'Institut français a souligné que la langue de Molière occupe une place importante en Algérie, considérée comme le 3e pays francophone du monde, avec 11,2 millions de locuteurs et 57 établissements d'enseignement supérieur, membres de l'Agence universitaire de la francophonie. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.